C'est très grave, c'est fini entre Bassirou Diomaye Faye et Ousmane Sonko. Une rupture totale, un conflit et un coup d'État. Je vous assure que ce qui se passe au Sénégal dans l'ombre, à l'heure où vous regardez cette vidéo, est vraiment incroyable. Un coup d'État, un vrai coup d'État, un renversement total, une rupture, un mécontentement et un bouleversement complet. Mais vous n'êtes pas encore au courant. Cette vidéo est une avant-première. Nous devons à tout prix vous alerter de tout ce qui se passe. Installez-vous confortablement, on vous dévoile tout. Voilà. Vous avez entendu ces mots. Et si vous êtes là à regarder cette vidéo aujourd'hui, c'est précisément parce qu'au fond de vous, vous avez senti que quelque chose n'allait pas. Quelque chose se passait au Sénégal, quelque chose d'important, quelque chose que les médias classiques ne disaient pas clairement, quelque chose que les communiqués officiels camouflaient sous des formules policées, et vous aviez raison de le sentir. Parce que la vérité, mes amis, la vérité de ce qui se déroule aujourd'hui dans ce pays, que beaucoup considèrent comme le modèle démocratique de l'Afrique de l'Ouest, cette vérité est bien plus explosive, bien plus dramatique, bien plus historique que tout ce qu'on vous a dit jusqu'ici. Alors, commençons par le commencement. Commençons par comprendre d'où tout cela vient. Parce que pour mesurer l'ampleur de ce qui se passe aujourd'hui, il faut revenir en arrière. Il faut retourner à l'origine de cette histoire extraordinaire, de cette alliance politique qui a stupéfié le monde entier il y a moins de 2 ans. Une alliance qui ressemblait de l'extérieur à un acte de grandeur politique. Un sacrifice, un don de soi, et qui se révèle aujourd'hui être peut-être la source d'une des crises institutionnelles les plus profondes que le Sénégal ait jamais connues depuis son indépendance. Ousmane Sonko. Ce nom, il résonne différemment selon que vous soyez Dakarois, Ziguinchorois, membre de la diaspora sénégalaise à Paris, à New York ou à Bruxelles, ou simplement observateur attentif de la politique africaine. Pour les uns, c'est le héros, l'homme du peuple. Celui qui a tenu tête à Macky Sall pendant des années, au prix de sa liberté, de sa dignité, de son honneur. Celui qui a été emprisonné, celui qu'on a tenté d'éliminer politiquement, celui qu'on a traîné devant les tribunaux pour des affaires que ses partisans qualifiaient de fabriquer de toutes pièces par un régime désespéré. Pour les autres, c'est un homme imprévisible, impulsif, trop radical, trop vindicatif pour gouverner un pays aussi complexe que le Sénégal. Mais dans un cas comme dans l'autre, une chose est incontestable. Ousmane Sonko est l'homme politique le plus charismatique, le plus populaire et le plus puissant du Sénégal contemporain. Et c'est précisément cela qui rend la situation actuelle si extraordinaire. Parce que cet homme le plus puissant politiquement n'est pas président. Il est premier ministre, il est numéro 2, et visiblement, cela commence à ne plus lui suffire. Ou plutôt, et c'est là que l'analyse devient vraiment intéressante, cela ne lui a peut-être jamais vraiment suffi, mais reprenons depuis le début. Le Parti africain pour la justice, l'éthique et les fraternités, le PASTEF, a été fondé par Ousmane Sonko en 2014. À l'époque, Sonko était un inspecteur des impôts reconnu pour son intégrité, sa rigueur et surtout son courage à dénoncer publiquement les malversations financières au sein de l'État sénégalais. Il avait payé ce courage très cher, révoqué de la fonction publique, mis à l'écart, marginalisé. Mais il avait refusé de se taire. Et cette obstination, cette incapacité à se soumettre avait fini par lui gagner un public. D'abord timide, puis croissant, puis massif. Le PASTEF était devenu, en quelques années, un mouvement politique souverainiste et panafricaniste qui concentrait sur lui l'espoir d'une jeunesse sénégalaise à bout de patience, fatiguée de la corruption, lasse des promesses non tenues, révoltée par les inégalités criantes d'un pays riche en ressources naturelles, mais dont la population vivait dans une pauvreté persistante. En 2019, Sonko s'était présenté à la présidentielle et avait terminé troisième avec environ 16% des voix. Un score honorable pour un parti encore jeune, mais surtout un signe annonciateur de quelque chose de beaucoup plus grand. La trajectoire était claire, le PASTEF montait, Sonko montait, et le pouvoir en place, celui de Macky Sall, l'avait compris et avait décidé d'agir. Les années 2021 à 2024 ont été marquées par une escalade politique et judiciaire sans précédent au Sénégal. Sonko avait été poursuivi en justice pour des accusations que ses soutiens qualifiant unanimement de politiquement motivé. Il avait été emprisonné. Sa candidature à la présidentielle de 2024 avait finalement été invalidée par le Conseil constitutionnel, officiellement en raison d'une condamnation pour diffamation rendue définitive.
Le régime Sall pensait avoir réglé le problème Sonko. Il pensait avoir neutralisé le danger. Il se trompait tragiquement. Parce que ce que Macky Sall et ses conseillers n'avaient pas anticipé, ou peut-être avaient-ils délibérément choisi de l'ignorer, c'est qu'en éliminant Sonko de la course présidentielle, ils avaient déclenché quelque chose de bien plus redoutable qu'une candidature. Ils avaient déclenché une légende. Ils avaient créé un martyr. Et ils avaient offert à Sonko et au PASTEF un récit politique d'une puissance extraordinaire, celui de l'homme innocent persécuté par un pouvoir corrompu, celui du résistant qu'on ne peut pas briser, celui du héros qu'on emprisonne mais qu'on ne peut pas vaincre. Et plutôt que de boycotter l'élection présidentielle de 2024, ce que beaucoup d'observateurs attendaient, et ce qui aurait peut-être sauvé Macky Sall, Sonko avait fait quelque chose de stupéfiant, quelque chose que l'histoire politique africaine retiendra longtemps. Il avait désigné à sa place comme candidat du PASTEF un homme pratiquement inconnu du grand public, un homme que personne ou presque n'aurait su nommer 6 mois plus tôt, le secrétaire général du parti. Un homme calme, méthodique, discret, sans le charisme volcanique de son patron, mais doté d'une loyauté à toute épreuve envers la cause. Cet homme s'appelait Bassirou Diomaye Faye. La campagne électorale qui avait suivi avait été l'une des plus insolites de l'histoire politique sénégalaise. Bassirou Diomaye Faye campagnait, certes, mais le véritable moteur de la mobilisation populaire, c'était Sonko, c'était son image, c'était son combat, c'était son nom. Le slogan qui avait enflammé les meetings qui avaient résonné dans les rues de Dakar et de Ziguinchor, dans les marchés de Saint-Louis et de Thiès, c'était Diomaye c'est Sonko, Diomaye c'est Sonko. Un équivalent, une délégation, une procuration politique historique. Et le résultat avait été proprement historique. Bassirou Diomaye Faye, cet inconnu sorti de prison quelques jours seulement avant le premier tour, avait remporté l'élection présidentielle dès le premier tour avec 54% des voix. 54%, une majorité absolue, sans aller au second tour, face à des candidats beaucoup plus établis, beaucoup plus connus, beaucoup mieux dotés en ressources financières et un réseau institutionnel. C'était une victoire écrasante. C'était une révolution électorale. Et tout le monde, partisans comme adversaires, savait que cette victoire portait un seul nom, Ousmane Sonko. Sonko avait donc réalisé quelque chose que très peu d'hommes politiques au monde ont été capables de faire, gagner une élection présidentielle sans être candidat. Il avait transformé sa propre élimination judiciaire en arme politique. Il avait utilisé son exclusion pour créer quelque chose de bien plus fort qu'une simple victoire personnelle, une victoire du mouvement, une victoire de l'idée, une victoire qui lui donnait une légitimité morale colossale. Et naturellement, au lendemain de cette victoire, Sonko avait été nommé Premier ministre par le nouveau président qu'il avait lui-même choisi, installé et porté au pouvoir. L'attelage était en place. Faye à l'Élysée sénégalais, Sonko à la primature. 2 têtes, une même équipe, un même projet. Du moins, c'est ce que tout le monde pensait. Et pendant quelques mois, tout avait semblé aller dans ce sens. Les Sénégalais qui avaient voté massivement pour le changement célébraient. Les observateurs internationaux saluaient la maturité démocratique du pays. Et les partisans du PASTEF rêvaient enfin d'une ère nouvelle. Mais sous la surface, quelque chose bougeait. Quelque chose se fissurait. Quelque chose que les uns attribuaient aux inévitables tensions d'une cohabitation au sommet de l'État, que les autres lisaient comme le début d'une fracture profonde, d'un désaccord non pas tactique mais stratégique, idéologique, existentiel même. Et 18 mois après la prise de pouvoir, cette fracture n'était plus cachée. Elle était béante, et elle avait explosé au grand jour le 12 novembre 2025, lors d'un événement qui avait sidéré l'ensemble de la classe politique sénégalaise. Mais qu'est-ce qui s'était passé exactement ce 12 novembre? Qu'est-ce qui avait rendu le déni impossible? Et surtout, pourquoi en était-on arrivé là? C'est ce que nous allons décortiquer ensemble point par point, avec toute la rigueur et toute la précision que ce sujet mérite. Parce que comprendre la crise sénégalaise, c'est comprendre quelque chose de bien plus universel. La question du pouvoir partagé, la question de la légitimité dans une démocratie jeune, et la question de ce qui arrive quand 2 hommes politiquement liés commencent à avoir des visions divergentes de ce que signifie gouverner. Alors gardez les yeux ouverts, parce que ce qui suit va vous donner beaucoup à penser. Pour vraiment comprendre ce qui se joue aujourd'hui entre Bassirou Diomaye Faye,
et Ousmane Sonko, il faut poser une question qui paraît simple, mais qui est en réalité extraordinairement complexe dans le contexte sénégalais. Qu'est-ce que l'élection de mars 2024 signifiait vraiment? Était-ce une alternance ordinaire, le remplacement d'un gouvernement par un autre selon les règles normales de la démocratie? Ou était-ce quelque chose d'autre, quelque chose de plus grand, quelque chose qui méritait le nom de révolution? Et selon la réponse qu'on donne à cette question, tout change, absolument tout. D'un côté, il y a la vision du président Bassirou Diomaye Faye. Selon cette vision et les analystes qui l'observent attentivement sont formels là-dessus, l'élection de 2024 était une alternance. Une alternance est certes historique, certes remarquable par ses circonstances, certes porteuse d'espoir considérable, mais une alternance quand même. Dans ce cadre, la fonction présidentielle a ses codes, ses protocoles, ses exigences de stabilité institutionnelle. Un président de la République se met au-dessus de la mêlée. Il gouverne pour tous les Sénégalais, pas seulement pour la base militante du PASTEF. Il dialogue, il arbitre, il cherche des équilibres. Et si des réformes sont nécessaires, et elles le sont, elles doivent être menées dans l'ordre, dans la mesure, sans excès, sans revanche, sans ce que certains appellent la logique de la rupture radicale. Faye avait lui-même donné des signaux très clairs de ce positionnement. Il avait démissionné de son poste de secrétaire général du PASTEF dès son entrée en fonction. Un geste symboliquement lourd. Un geste qui signifiait « Je ne suis plus le représentant d'un parti, je suis le président de tous les Sénégalais ». Il avait adopté une posture présidentielle classique, distante des querelles partisanes, soucieuse de dialogue, ouverte même, et c'est là que les choses se compliquaient à certains anciens acteurs du système qu'il était supposé avoir renversés. Et de l'autre côté, il y avait la vision de Sonko, et cette vision, elle est radicalement différente. Pour Sonko et pour les centaines de milliers, voire les millions de militants et de sympathisants qui le suivent, qui ont souffert avec lui, qui ont été emprisonnés, blessés, parfois tués pendant les années de résistance, ce qui s'est passé en mars 2024, ce n'était pas une alternance, c'était une révolution dans les affaires de l'État, une révolution culturelle, une révolution dans le rapport entre les citoyens et leurs élites politiques. Une révolution dans la manière dont le Sénégal doit se positionner dans le monde. Et les révolutions ne se gèrent pas comme des alternances ordinaires. Les révolutions exigent des ruptures avec le système précédent, des ruptures avec les élites qui ont gouverné le pays depuis l'indépendance, des ruptures avec ce que les militants du PASTEF appellent, avec une certaine intensité rhétorique, le système. Et au cœur de ce débat sur la nature de ce qui s'est passé en 2024, il y a une question concrète, une question brûlante, une question qui cristallise toutes les tensions. La question de la justice, de la reddition des comptes, du traitement judiciaire des abus commis sous le régime de Macky Sall entre 2021 et 2024. Ces années-là, rappelons-le, ont été marquées par une répression sévère contre les militants de l'opposition. Des jeunes ont été tués lors de manifestations. Des dizaines, des centaines de personnes ont été emprisonnées pour avoir exprimé leur soutien à Sonko ou leur opposition au régime en place. Des procès jugés expéditifs et politiquement orientés ont été intentés contre des figures de l'opposition. Et tout cela a laissé des blessures profondes, des blessures qui n'ont pas cicatrisé, des blessures dont les victimes et leurs familles attendent, avec une impatience qui se transforme en colère, que la justice reconnaisse la réalité de ce qu'elles ont subi. Sonko tient à ce que justice soit rendue. Et ses partisans, la base militante du PASTEF, exercent sur lui une pression considérable pour qu'il ne lâche pas sur ce point. Il ne réclame pas de vengeance, insiste-t-il. Il réclame la justice et la nuance est importante. Mais autour du président Faye, on perçoit une résistance, un malaise, une crainte que cette justice ne soit perçue par l'opinion nationale et internationale comme une justice partisane, comme un règlement de compte politique déguisé en procédure judiciaire. Et ce désaccord-là, sur la justice, sur la mémoire des abus, sur ce qu'on doit aux victimes, est peut-être le plus profond, le plus insoluble des désaccords qui opposent aujourd'hui les deux têtes de l'exécutif sénégalais. Mais ce n'est pas tout. Il y a aussi, et on ne peut pas l'ignorer, la question des ambitions personnelles. La question de 2029 parce que personne au Sénégal, absolument personne, ne fait semblant de ne pas savoir que l'élection présidentielle de 2029 est le grand enjeu non dit qui structure toute la politique sénégalaise en ce moment.
Et la question centrale est la suivante. Ousmane Sonko sera-t-il candidat en 2029? Bassirou Diomaye Faye se retirera-t-il pour lui laisser la place? Ou est-ce que, au contraire, ayant goûté au pouvoir présidentiel, ayant connu l'ivresse de gouverner, ayant construit son propre réseau et sa propre légitimité institutionnelle, Faye décidera-t-il de se représenter? Cette question n'est jamais évoquée publiquement entre les deux hommes. Elle flotte dans l'air, non dite, implicite, mais omniprésente. Et selon les observateurs qui connaissent bien la politique sénégalaise de l'intérieur, il semble bien que l'accord implicite au moment où Sonko avait désigné Faye comme candidat, l'accord selon lequel Faye ne serait qu'un président de transition, gardant le siège chaud pour que Sonko puisse y revenir en 2029, une fois rétabli dans ses droits. Cet accord, s'il a jamais existé sous cette forme, commence à être remis en question, ou du moins son interprétation diverge dramatiquement entre les deux hommes. Et pendant ce temps-là, le Sénégal doit gouverner. Le Sénégal doit faire face à une situation économique difficile. Un scandale de la dette cachée a ébranlé la confiance des marchés financiers internationaux. Le Fonds monétaire international exige des réformes structurelles douloureuses, une restructuration de la dette qui pourrait plonger le pays dans une austérité que le gouvernement refuse. Les prix alimentaires restent élevés. Le chômage des jeunes est massif. Et pendant que les deux hommes forts du pays semblent de plus en plus absorbés par leurs tensions internes, par leurs calculs politiques respectifs, par leur stratégie de positionnement en vue de 2029, les Sénégalais, qui ont voté à 54% pour le changement, attendent toujours de voir leur vie concrètement s'améliorer. C'est dans ce contexte explosif, chargé de toutes ces tensions accumulées, que s'est produit l'événement du 8 novembre 2025. Ce gigantesque meeting organisé par Ousmane Sonko. Plus de 100 000 personnes rassemblées à Dakar, des gens venus de tout le pays, de toutes les régions du Sénégal, pour montrer, et le mot est important, pour montrer la force. Pas la force du gouvernement, pas la force du PASTEF en tant que structure institutionnelle, mais la force de Sonko, la force d'un homme qui voulait rappeler à tout le monde nan, et en premier lieu à celui qui vit au palais de la République, qu'il est le vrai moteur politique de ce pays, que c'est lui qui mobilise, que c'est lui que les gens suivent, que c'est lui dont le nom fait lever les foules. Et lors de ce meeting, Sonko avait tenu des propos qui avaient sonné comme un manifeste. Il avait dit, et je cite en substance sans reprendre ses mots exacts, que ce que vivait le Sénégal était une révolution dans les affaires de l'État, une révolution dans les affaires culturelles, une révolution dans la manière dont le Sénégal devait se positionner dans le monde, une révolution dans le rapport entre les administrés et les élites politiques. Des propos forts, des propos qui résonnaient comme un message adressé directement au palais présidentiel. Un message disant « Ne l'oublie pas, le mandat que tu as reçu du peuple, c'est un mandat révolutionnaire, et si tu l'oublies, je suis là pour te le rappeler. » Et ce n'était pas tout. Dans les jours qui avaient suivi, une autre séquence avait cristallisé les tensions de manière encore plus spectaculaire. Le président Faye revenait des États-Unis, un voyage officiel important, une visite à la première puissance mondiale. Et le jour de son retour, Sonko avait choisi d'organiser un événement politique. Résultat, aucun membre du gouvernement, aucun n'était là pour accueillir le président à l'aéroport. Seul le gouverneur militaire s'était déplacé. Pour ceux qui savent lire les signes politiques, ce n'était pas un oubli, ce n'était pas une coïncidence, c'était un message. Clair, délibéré, cinglant. Et ce message avait été reçu 5 sur 5 dans les couloirs du palais présidentiel. Voilà où en était le Sénégal au seuil de cette crise. Et nous n'en sommes qu'au début. La suite est encore plus stupéfiante, encore plus dramatique. Parce que ce qui allait se passer le 12 novembre 2025 allait rendre tout retour en arrière impossible et forcer les Sénégalais, les uns et les autres, à choisir leur camp. Ce jour-là, Ousmane Sonko a fait une sortie publique qui a stupéfié le Sénégal entier. Une sortie dans laquelle il a utilisé 2 mots qui n'avaient jamais été prononcés par un premier ministre à propos de son propre gouvernement depuis l'indépendance du pays. 2 mots terribles dans leur implication politique. 2 mots qui signifiaient, pour quiconque savait les entendre, que quelque chose de fondamental avait changé dans la relation entre les 2 hommes forts du pays. Ces 2 mots étaient, crise d'autorité. En qualifiant de crise d'autorité la situation au sommet de l'État sénégalais,
Sonko ne décrivait pas simplement un dysfonctionnement administratif ou une difficulté de coordination gouvernementale. Il désignait nommément, même si les noms ne figuraient pas dans sa déclaration, une défaillance au niveau de la tête de l'État. Il pointait vers le palais présidentiel, il disait, en langage politique sénégalais qui se lisait parfaitement entre les lignes, que le président ne gouvernait pas, ou du moins qu'il ne gouvernait pas assez fermement, pas assez décisivement, pas assez dans la direction que lui, Sonko et la base militante du PASTEF jugeaient nécessaire. C'était une attaque frontale, une attaque sans précédent dans l'histoire politique de ce pays, et ses conséquences allaient se faire sentir immédiatement. Pour comprendre pourquoi cette déclaration a provoqué un tel séisme, il faut comprendre un peu la culture politique sénégalaise. Au Sénégal, comme dans de nombreux pays d'Afrique de l'Ouest, les conflits au sommet de l'État se gèrent traditionnellement dans le secret, dans le dialogue discret, dans la médiation des intermédiaires. On ne lave pas le linge sale en public. On ne tape pas sur son chef devant les caméras. Et encore moins, on ne remet pas publiquement en cause l'autorité du président de la République. Ce n'est pas dans la culture. Ce n'est pas dans les codes. Et quand quelqu'un le fait, c'est parce que soit il a décidé que la rupture est consommée, soit il joue un jeu extrêmement dangereux dont il assume pleinement les risques. Sonko, visiblement, a assumé ce risque. Et les réactions n'ont pas tardé. Du côté du palais présidentiel, la réponse a d'abord été calculée, mesurée, présidentielle dans la forme. Faye a semblé minimiser la crise, adopter un ton apaisé, refuser de donner à l'événement la dimension dramatique que certains voulaient lui accorder. Il a reçu les conclusions d'un dialogue national, une initiative qu'il avait lui-même lancée, et à cette occasion, il a glissé dans son discours quelques phrases lourdes de sens. Il a dit qu'il fallait libérer la justice. Il a dit que le seul combat qui vaille devait être la lutte contre les difficultés auxquelles les Sénégalais sont confrontés. Et il a dit qu'il fallait un environnement politique apaisé pour attirer les investisseurs. Pour les analystes politiques sénégalais, chacune de ces phrases était un message codé. Libérer la justice, une réponse à Sonko qui utilise la justice comme instrument politique. L'unique combat utile, c'est le quotidien des Sénégalais. Pas les guerres d'ego, pas les positionnements pour 2029. Et l'appel à l'apaisement, un rappel que la politique de la terre brûlée, la rhétorique martiale, les attaques frontales ne servent pas l'intérêt du pays. Mais au-delà des déclarations publiques, quelque chose d'encore plus révélateur se jouait dans les coulisses. Et c'est là que la crise prenait sa vraie dimension. Quelques jours avant le grand meeting du 8 novembre, Bassirou Diomaye Faye avait procédé à une nomination qui avait tout de la provocation calculée. Dans la coalition présidentielle, il fallait désigner un coordonnateur politique. Sonko avait plaidé publiquement pour le maintien à ce poste d'un certain cadre politique du PASTEF dont il était proche. Faye avait nommé quelqu'un d'autre, quelqu'un que personne n'attendait, quelqu'un d'encore plus symboliquement chargé politiquement, Mimi Touré, une ancienne ministre de Macky Sall. Oui, vous avez bien entendu, une ancienne figure du régime précédent, du régime contre lequel le PASTEF s'était battu pendant des années, venait d'être placée à un poste clé de la coalition présidentielle par le président Faye lui-même. La réaction avait été immédiate et cinglante. Le bureau politique du PASTEF, le parti d'Ousmane Sonko, le parti qui avait porté Faye au pouvoir, avait publiquement désavoué cette nomination. Désavoué. Le parti du président désavouait une décision du président. C'était inédit. Et c'était, pour les observateurs, un signal d'alarme absolu. Maintenant, quel était l'enjeu réel de cette nomination? En soi, le poste de coordinateur d'une coalition n'est pas une position de pouvoir gigantesque. Ce n'est pas un ministère régalien. Ce n'est pas un poste qui décide du budget national ou de la politique étrangère. Mais c'était un marqueur, un signal, un message politique envoyé à l'opinion publique, envoyé à la base militante, envoyé à Sonko lui-même. Et le message était: je suis président, moi, pas toi, et je prends mes décisions, même celles que tu n'approuves pas.
Et Sonko avait compris le message. Et sa réponse avait été le meeting du 8 novembre. 100 000 personnes pour répondre. Tu es peut-être président, mais moi je suis le peuple. Et sans le peuple, tu n'es rien. C'est dans ce contexte de signaux et de contre-signaux, de provocations mutuelles codées, d'un dialogue politique qui se tenait non pas dans des salles de réunion, mais dans des meetings et des communiqués de presse, que la crise avait finalement éclaté ouvertement le 12 novembre avec cette déclaration sur la crise d'autorité. Et à partir de ce moment-là, une question s'imposait à tout le monde avec une urgence croissante. Est-ce que Sonko allait démissionner? Est-ce que Faye allait le limoger? Et dans un cas comme dans l'autre, qu'est-ce que cela signifiait pour le Sénégal? La réponse de Sonko à cette question avait été d'une clarté absolue. Non, il ne démissionnerait pas, il ne bougerait pas d'un centimètre. Si le président ne voulait plus de lui, qu'il le limoge. Et cette réponse, que beaucoup ont analysée comme une posture d'insubordination, comme un défi lancé au président de la République, cette réponse s'expliquait par un calcul politique très précis que Sonko avait clairement en tête. En refusant de démissionner, Sonko forçait Faye à agir. Il forçait Faye à prendre la responsabilité politique d'un limogeage qui serait perçu par la base militante du PASTEF et par une large partie de l'opinion sénégalaise comme une trahison, comme l'acte d'un homme qui éliminerait celui à qui il devait tout. Et cette responsabilité, Faye semblait ne pas vouloir l'assumer, du moins pas dans l'immédiat, du moins pas sans avoir l'assurance que les retombées politiques d'une telle décision ne lui seraient pas fatales. Et c'est là que l'analyse politique se complique encore davantage. Parce que Faye avait-il vraiment intérêt à limoger Sonko? La réponse à court terme semblait être non. Ni politiquement, ni stratégiquement. Politiquement, un limogeage de Sonko risquait de diviser le PASTEF de manière potentiellement irréversible, d'aliéner la base militante et de donner à Sonko un statut de victime qui lui permettrait de se lancer dans la course présidentielle de 2029 avec un récit encore plus puissant que celui qu'il portait déjà. Stratégiquement, Sonko à la primature était une charge explosive certes, mais une charge qu'on pouvait encore gérer, encore utiliser, encore orienter. Un Sonko libre de toute contrainte gouvernementale, avec du temps pour campaigner, pour organiser ses bases, pour préparer 2029, était potentiellement bien plus dangereux pour la présidence Faye qu'un Sonko coincé dans les contraintes de la gestion quotidienne du gouvernement. Mais de l'autre côté, un Sonko qu'on ne peut pas contrôler, un Sonko qui organise des meetings géants pour montrer sa force le jour où vous revenez d'un voyage officiel aux États-Unis, un Sonko qui parle de crise d'autorité en visant clairement le président, est-ce vraiment préférable? Est-ce vraiment plus gérable? Et jusqu'à quel point la cohabitation entre ces deux égos, ces deux ambitions, ces deux visions irréconciliables de ce que signifie gouverner, pouvait-elle se poursuivre sans exploser en plein vol? Voilà la question qui occupait tous les esprits au Sénégal en ces journées de novembre 2025. Et la réponse commençait à pointer vers une direction très claire. Mais avant d'aller dans cette direction, il faut parler d'une autre dimension de cette crise. Une dimension qu'on ne peut pas ignorer si on veut vraiment comprendre ce qui se passe au fond. La dimension économique. Parce que derrière les guerres d'ego, derrière les batailles de communication, derrière les meetings et les contre-meetings, derrière les nominations et les contre-nominations, il y avait une réalité économique qui pesait de tout son poids sur les épaules de ce gouvernement. Et cette réalité allait dans les semaines et les mois suivants devenir un enjeu politique de premier plan. Alors installons-nous encore un peu. Parce que ce que je vais vous raconter sur la situation économique du Sénégal va vous donner une clé supplémentaire pour comprendre pourquoi cette crise, au fond, était peut-être inévitable. La crise économique que traversait le Sénégal au moment de cette rupture politique n'était pas ordinaire. Ce n'était pas une crise conjoncturelle, un simple ralentissement économique imputable au choc extérieur, à la hausse des prix des matières premières ou aux effets résiduels de la pandémie. C'était une crise structurelle, aggravée par quelque chose de particulièrement grave, la révélation d'un scandale de dette cachée. Qu'est-ce que la dette cachée au Sénégal? C'est l'une des premières bombes
que le gouvernement Faye Sonko avait trouvé à son arrivée au pouvoir. En auditant les comptes de l'État, les nouvelles autorités avaient découvert que la dette publique réelle du Sénégal était très largement supérieure aux chiffres officiellement communiqués par le gouvernement Sall aux institutions financières internationales, aux marchés de capitaux et à la population sénégalaise. Les chiffres avaient été sciemment sous-évalués, des engagements avaient été contractés de manière non transparente et le bilan financier réel du pays était bien plus sombre que ce que les rapports officiels laissaient paraître. Cette découverte avait eu des conséquences immédiates et graves. Le FMI, la Banque mondiale, les marchés obligataires internationaux, tous ceux qui prêtent de l'argent aux États et qui fondent leurs décisions sur la fiabilité des données budgétaires avaient réagi avec une sévérité prévisible. La confiance des investisseurs s'était érodée. L'accès au marché de capitaux était devenu plus difficile et plus coûteux. Et le FMI, dont l'aide était cruciale pour le Sénégal, avait posé ses conditions. Restructuration de la dette, ajustement budgétaire, réduction des déficits. Autrement dit, austérité. Et c'est là que les deux hommes au sommet de l'État divergeaient, encore une fois, de manière fondamentale. Car si la question de la transparence et de la dénonciation de la dette cachée faisait consensus entre Faye et Sonko, les deux s'accordaient pour dire que Macky Sall avait caché la vérité au pays. La question de ce qu'il fallait faire ensuite était bien plus compliquée. D'un côté, il y avait ceux et des forces politiques gravitant autour du palais présidentiel semblant pencher dans ce sens, qui estimaient qu'un accord avec le FMI était inévitable, quel qu'en soit le coût social à court terme. Un accord avec le FMI permettrait de restaurer la confiance des marchés, de stabiliser les finances publiques, d'attirer les investissements étrangers et de créer les conditions d'une croissance durable. Oui, il y aurait des sacrifices. Oui, des subventions sur des produits de première nécessité pourraient devoir être réduites ou supprimées. Oui, le niveau de vie de certaines catégories de la population pourrait se détériorer à court terme. Mais c'était, selon cette vision, le prix à payer pour assurer la santé financière du pays sur le long terme. Et de l'autre côté, il y avait la vision de Sonko et du PASTEF dans sa ligne la plus intransigeante. Cette vision refusait catégoriquement ce qu'elle appelait la soumission au diktat du FMI. Pour Sonko, accepter les conditions du FMI sans les renégocier radicalement, sans les adapter aux intérêts des classes populaires sénégalaises, c'était reproduire exactement le type de politique économique néolibérale que le PASTEF avait combattu pendant des années. C'était trahir les promesses de rupture avec le système. C'était sacrifier les Sénégalais les plus vulnérables sur l'autel d'une orthodoxie financière internationale. Et le coût politique d'un tel choix, selon Sonko, serait extrêmement lourd pour le camp qui l'assumerait. La question se posait alors avec une acuité particulière. Est-ce que la pression économique, la nécessité de trouver un accord avec le FMI pourrait pousser Faye à se séparer de Sonko? Est-ce que le Premier ministre serait sacrifié sur l'autel des négociations financières? Certains observateurs envisageaient ce scénario. L'idée était la suivante. En limogeant Sonko, en nommant un Premier ministre plus conciliant avec les institutions de Bretton Woods, Faye enverrait un signal fort aux marchés internationaux sur sa volonté de réformer sérieusement les finances publiques. Ce serait un geste politique spectaculaire, susceptible de rassurer les créanciers du Sénégal et de débloquer les financements dont le pays avait besoin. Mais ceux qui connaissaient bien la réalité politique sénégalaise étaient sceptiques face à ce scénario. Et pour une raison très simple, le coût social d'un accord avec le FMI aux conditions actuelles serait, pour le camp qui l'assumerait, absolument désastreux en termes d'image politique. Supprimer des subventions sur les denrées alimentaires, accepter une austérité budgétaire dans un pays où des millions de personnes vivaient dans la précarité, c'était s'exposer à une révolte sociale dont les conséquences politiques pourraient se mesurer aux prochaines élections. Et le Sénégal avait une longue mémoire. Les gouvernements qui avaient appliqué des politiques d'ajustement structurel imposées par les institutions financières internationales en avaient tous payé le prix politique. Et la promesse que le PASTEF avait faite, la promesse implicite mais reçue comme un engagement solennel par ceux qui avaient voté à 54%, était
précisément de ne pas reproduire ce schéma, de rompre avec cette logique, de mettre le Sénégalais ordinaire, le Sénégalais des marchés et des quartiers populaires au centre des politiques économiques. Et c'est dans ce contexte économique tendu, dans cet étau financier qui se resserrait, que la crise politique au sommet de l'État prenait une dimension encore plus explosive. Parce que ce n'était plus seulement une guerre de personnes, une guerre d'ego, une guerre de positionnement pour 2029. C'était aussi une guerre de vision économique, une guerre sur la question de ce que le Sénégal devait faire de sa souveraineté dans un monde où les créanciers internationaux avaient un droit de regard considérable sur les politiques des États endettés. Et pendant que cette guerre se jouait à Dakar, une autre guerre, plus silencieuse, plus souterraine, mais potentiellement tout aussi explosive, se jouait au sein même du PASTEF. Parce que le parti, ce mouvement qui était apparu au monde comme un bloc monolithique, comme une machine politique parfaitement huilée, comme une force de frappe électorale irrésistible, commençait à montrer des fractures internes, des fractures que les observateurs attentifs avaient commencé à repérer, à cartographier, à analyser avec une attention croissante. On parlait de 3 courants se dessinant au sein du parti et de son environnement proche. Un courant fait, celui du palais présidentiel, de la posture institutionnelle, de la prudence réformiste. Un courant Sonko, celui de la ligne dure, de la rupture radicale, de la mobilisation populaire permanente. Et un troisième courant, moins visible mais potentiellement décisif dans un scénario de crise ouverte, celui du président de l'Assemblée nationale, Malick Koundoul, un homme dont la loyauté à l'égard du PASTEF et de FEI semblait solide, mais dont la position institutionnelle, président de la Chambre législative, en faisait un acteur incontournable dans tout scénario de recomposition politique. Car voilà une question que les constitutionnalistes et les politologues sénégalais avaient commencé à poser. Si Sonko quittait la primature, que ce soit par limogeage ou par démission, où irait-il? Il l'avait dit lui-même clairement dans ses déclarations publiques. Il retournerait à l'Assemblée nationale. Il était député, élu tête de liste du PASTEF lors des élections législatives de novembre 2024. L'Assemblée nationale serait son point de chute. Et peut-être plus que cela, peut-être son tremplin, peut-être le poste de président de l'Assemblée nationale lui-même, le 3e personnage de l'État, une position d'où il pourrait continuer à peser sur la vie politique nationale tout en se positionnant pour 2029. Mais là encore, les choses se compliquaient, parce que Sonko avait été condamné définitivement par la Cour suprême dans cette affaire de diffamation. Et ses adversaires les plus déterminés agitaient ce sujet avec une constance qui révélait son potentiel explosif. Cette condamnation rendrait-elle Sonko inéligible pour 2029? Serait-il barré une nouvelle fois comme en 2024? Et nous abordons là un des aspects les plus fascinants, les plus complexes, les plus décisifs de toute cette crise. La question de l'éligibilité de Sonko pour 2029, une question dont la réponse va déterminer en grande partie l'évolution de la crise et le destin de ce pays pour les années à venir. Et c'est ce que nous allons explorer en détail dans la partie suivante. Restez avec nous. Parce que les prochains éléments que nous allons vous révéler changent tout à la compréhension de cette affaire. La question de l'éligibilité d'Ousmane Sonko pour l'élection présidentielle de 2029 est peut-être la question la plus importante, la plus lourde de conséquences, la plus susceptible de définir non seulement le destin politique d'un homme, mais aussi la trajectoire entière d'un pays pour les années et les décennies à venir. Et pour la comprendre vraiment, il faut revenir sur cette condamnation qui a été au cœur de tout depuis le début. En 2021, Ousmane Sonko avait été poursuivi en justice pour diffamation. L'affaire était complexe, disputée, vivement contestée par ses partisans qui la présentaient comme une manœuvre judiciaire politique. Sans rentrer dans les détails juridiques qui mériteraient une vidéo entière à eux seuls, l'essentiel est le suivant. Sonko avait été condamné en première instance puis en appel, et cette condamnation avait finalement été confirmée par la Cour suprême le 1er juillet dernier. Définitivement, sans appel possible. La Cour suprême, instance judiciaire suprême du Sénégal, avait parlé. C'est cette condamnation qui avait été utilisée par le Conseil constitutionnel en 2024 pour invalider la candidature de Sonko à la présidentielle.
Et c'est cette même condamnation que ses adversaires agitaient désormais pour suggérer qu'il ne pourrait pas se présenter en 2029 non plus. Sonko lui-même avait décidé de combattre cet argument sur le terrain juridique. Dès son entrée en fonction, il avait introduit ce que le droit sénégalais appelle un rabat d'arrêt, une procédure exceptionnelle permettant de demander à la Cour suprême de revenir sur sa propre décision dans des circonstances très particulières. La Cour suprême avait examiné cette demande et avait confirmé sa décision initiale, fermant apparemment, définitivement, la voie d'un recours judiciaire ordinaire. Mais Sonko ne désespérait pas, et ses soutiens non plus, et ils avaient des arguments sérieux pour soutenir que la question de son éligibilité pour 2029 n'était pas aussi définitivement réglée que ses adversaires voulaient le faire croire. Le premier argument: depuis mars 2024, Ousmane Sonko avait exercé ses droits civiques sans restriction. Il avait voté lors de l'élection présidentielle. Il avait été candidat aux élections législatives de novembre 2024. Il avait été élu député. Ces faits concrets et documentés signifiant que dans la pratique, son statut d'électeur et d'éligible n'avait pas été remis en cause. Il était citoyen à part entière avec tous les droits que cela impliquait. Le deuxième argument, la loi d'amnistie. Une loi d'amnistie avait été adoptée, couvrant un certain nombre d'infractions et de condamnations liées à la période de répression politique entre 2021 et 2024. La question de savoir si cette loi d'amnistie couvrait la condamnation de Sonko pour diffamation, et si oui, dans quelle mesure, était une question juridique complexe qui faisait l'objet de débats et d'interprétations divergentes. Mais pour les partisans de Sonko, la réponse était claire. L'amnistie le couvrait, et donc la condamnation ne pouvait plus lui être opposée pour le priver de ses droits civiques. Le troisième argument, plus politique que juridique, le Conseil constitutionnel qui avait rendu la décision de 2024 était le Conseil constitutionnel de l'ère Macky Sall. Ses membres avaient été nommés par le régime précédent. La question de leur indépendance et de leur impartialité avait été vivement discutée. Avec la nouvelle équipe au pouvoir, avec de nouveaux membres potentiellement nommés au Conseil constitutionnel dans les années à venir, est-ce que la jurisprudence de 2024 serait nécessairement maintenue? Rien n'était moins certain. Et puis, il y avait la question politique de fond. Pouvait-on vraiment imaginer en 2029 que le Conseil constitutionnel du Sénégal barre la route à l'homme le plus populaire du pays, à l'homme qui avait fait élire le président en place, à l'homme qui, selon tous les sondages et toutes les analyses, recueillerait le soutien massif de la population s'il se présentait? Politiquement et socialement, en termes de légitimité démocratique, une telle décision serait une bombe. Elle serait perçue comme une répétition exacte du scénario de 2024. Et les conséquences sociales d'une répétition de ce scénario, avec la maturité politique que la population sénégalaise avait acquise entre-temps, avec la base militante encore plus solide et déterminée, seraient potentiellement beaucoup plus graves encore qu'en 2024. C'est pourquoi les analystes les plus sérieux et ceux qui connaissent intimement le droit constitutionnel sénégalais et les rapports de force politique du pays concluaient en majorité que la question de l'éligibilité de Sonko pour 2029, si elle restait techniquement incertaine sur le plan strictement juridique, était politiquement déjà très largement réglée. Non pas parce que le droit était clair, mais parce que la réalité politique rendait son exclusion de facto impraticable, impensable et potentiellement explosive. Et cette conclusion avait une implication directe et immédiate sur la dynamique de la crise au sommet de l'État. Sonko allait en 2029. Sonko se voyait président et tout ce qu'il faisait depuis des mois, les meetings, les déclarations, la mise en scène de ses tensions avec Faye, le récit qu'il construisait de son combat permanent, tout cela s'inscrivait dans une stratégie de longue haleine. Une stratégie qui n'avait qu'un seul objectif, faire en sorte que les Sénégalais gardent en tête en permanence que lui, Sonko, était l'homme politique le plus important du pays, le plus courageux, le plus déterminé, le plus fidèle à ses convictions, le moins corruptible par le pouvoir. Et dans cette stratégie, la crise avec Faye n'était peut-être pas un accident. Elle n'était peut-être pas le résultat malheureux d'une incompatibilité de caractère ou d'une divergence imprévue de vision. Elle était peut-être, en partie du moins, délibérée, calculée, construite, un moyen de se distinguer de Faye, de montrer que lui, Sonko, représentait la ligne pure, la ligne intransigeante, la ligne qui ne transige pas avec le système et les institutions financières internationales. Pendant que Faye commençait à apparaître, aux yeux des militants les plus radicaux, comme quelqu'un qui s'installait
confortablement dans les habits du pouvoir, qui se laissait séduire par les protocoles et les certitudes rassurantes de la gouvernance institutionnelle, Sonko restait, du moins c'est l'image qu'il projetait, l'homme debout. L'homme qui n'oubliait pas d'où il venait et pourquoi il se battait. Et cela nous amène à une question fascinante, une question que les politologues sénégalais se posaient en ces journées de novembre 2025. Est-ce que Bassirou Diomaye Faye avait conscience de ce jeu? Est-ce qu'il voyait venir ce que Sonko construisait? Et si oui, quelle était sa réponse stratégique? Parce que Faye n'était pas un novice politique. Il avait été aux côtés de Sonko depuis les premières heures du PASTEF. Il connaissait l'homme, ses méthodes, ses ambitions. Et depuis qu'il était président, il donnait des signes de plus en plus clairs qu'il n'entendait pas rester éternellement dans l'ombre de celui qui l'avait porté au pouvoir. La nomination de Mimi Touré contre l'avis explicite de Sonko, le voyage aux États-Unis et la posture présidentielle assumée, le discours apaisé sur la justice et le dialogue, tout cela ressemblait de plus en plus à une stratégie de construction d'une légitimité propre, d'une identité présidentielle indépendante de celle de Sonko. Et il y avait un autre élément, peut-être le plus important, que les observateurs commençaient à prendre au sérieux. Le rapprochement entre Faye et le président de l'Assemblée nationale, Malick Koundoul. Ce rapprochement, s'il se confirmait et se consolidait, donnait au président une base politique au sein du PASTEF qui ne passait plus exclusivement par Sonko. Un triangle de pouvoir se dessinait, Faye, Koundoul et en face Sonko avec des alliances et des contre-alliances en cours de formation, des loyautés en train de se redistribuer et un parti qui risquait, si la crise s'aggravait, de se fracturer en ligne de fractures devenues trop profondes pour être comblées par les appels habituels à l'unité. Voilà le tableau politique sénégalais de novembre 2025, complexe, volatile, incertain, un tableau dans lequel chaque acteur jouait simultanément sur plusieurs tableaux, poursuivait plusieurs objectifs à la fois, naviguait à vue dans un brouillard d'informations partielles, de rumeurs calculées, de signaux ambigus. Et au milieu de tout cela, des personnalités de poids, des figures religieuses, des anciens dirigeants politiques, des médiateurs de bonne volonté, tentaient d'amortir le choc, de trouver une sortie de crise qui préserverait à la fois les formes institutionnelles et les intérêts des deux camps. Mais est-ce que ces tentatives de médiation avaient une chance de réussir? Est-ce que la blessure ouverte par les déclarations du 12 novembre était encore suturable? Et surtout, quelles leçons le Sénégal et l'Afrique tout entière devaient-ils tirer de cette crise au sommet d'un État qui avait été présenté comme le modèle, la référence, l'exception démocratique du continent? C'est ce que nous allons explorer dans la prochaine partie, avec des éléments encore plus détaillés, encore plus éclairants, encore plus décisifs pour comprendre où ce pays s'en allait. Parce que ce qui se joue au Sénégal en ce moment, ce n'est pas juste la crise entre deux hommes, c'est la question de savoir si la démocratie sénégalaise, cette démocratie dont l'Afrique était si fière, à juste titre, était à la hauteur du défi historique que lui posait ce moment. Et la réponse à cette question nous concerne tous, vraiment tous. Pour donner toute sa profondeur à l'analyse de la crise sénégalaise, il faut sortir du présent immédiat et regarder du côté de l'histoire, parce que l'histoire a une mémoire. Et au Sénégal, quand on évoque la crise entre deux têtes de l'exécutif, entre un président et un premier ministre aux ambitions divergentes, il y a un fantôme qui rôde dans les couloirs des palais dakarois. Un fantôme qui hante les mémoires et qui sert de référence obsessionnelle à tous ceux qui réfléchissent à l'avenir institutionnel du pays. Ce fantôme s'appelle la diarchie Senghor-Dia, Léopold Sédar Senghor, Mamadou Dia. Ces deux noms sont inséparables dans l'histoire politique du Sénégal de la première décennie de l'indépendance. Senghor était le président, le penseur, le poète, le visionnaire francophile, l'homme des lettres et de la culture, adulé par les élites intellectuelles et les milieux politiques français. Dia était le premier ministre, l'homme de terrain, l'organisateur, le gestionnaire, le pragmatique, celui qui dirigeait le gouvernement au quotidien et qui avait la confiance de la base paysanne et populaire. Deux hommes qui se complétaient en apparence. Deux hommes qui portaient ensemble le projet d'un Sénégal indépendant et souverain. Et deux hommes dont le différend allait dégénérer en une crise institutionnelle majeure en 1962, qui avait failli faire basculer le pays dans l'instabilité chronique. La crise de 1962 avait été résolue, si l'on peut appeler cela une résolution, par l'emprisonnement de Mamadou Dia, accusé de tentative de coup d'État, une accusation que lui et ses partisans avaient toujours contestée. Dia avait passé 12 ans en prison, Senghor avait gouverné seul, et le Sénégal avait tourné une page douloureuse de son histoire
au prix d'une fracture politique et humaine qui avait marqué des générations. Ce précédent historique pesait lourd dans les esprits de tous ceux qui observaient la crise Faye-Sonko de novembre 2025. La structure était troublante de similitudes. Un président plus institutionnel, plus mesuré, plus soucieux des équilibres diplomatiques et financiers. Un premier ministre plus populaire, plus radical, plus proche des classes populaires et des militants. Et une tension croissante entre les deux, alimentée à la fois par des divergences de vision et par des ambitions personnelles incompatibles. Mais la comparaison avait ses limites, et les analystes les plus sérieux prenaient soin de les souligner. La première limite, le contexte international avait changé radicalement. En 1962, le Sénégal était un pays nouvellement indépendant, dans un monde bipolaire marqué par la guerre froide, où les dérives autoritaires étaient souvent couvertes ou tolérées par les grandes puissances soucieuses de leurs intérêts géostratégiques. En 2025, le Sénégal évoluait dans un environnement international très différent, dans lequel la pression normative en faveur du respect des institutions démocratiques était bien plus forte, dans lequel l'opinion publique nationale, surtout une jeunesse connectée, informée, mobilisée, serait infiniment plus réactive à tout ce qui ressemblerait à une dérive autoritaire. La deuxième limite, la personnalité des deux hommes. Senghor et Dia avaient des caractères et des méthodes très différents de ceux de Faye et Sonko. Et surtout, les deux hommes de 2025 savaient parfaitement ce qui s'était passé en 1962. Ils en avaient tiré des leçons. Ils savaient que l'histoire africaine et mondiale jugerait très sévèrement quiconque chercherait à résoudre une crise institutionnelle par la violence, l'emprisonnement politique ou le coup de force. Et la troisième limite, peut-être la plus importante, l'armée sénégalaise. L'armée du Sénégal avait une tradition institutionnelle très particulière dans le paysage africain. Elle était, depuis l'indépendance, exceptionnellement républicaine et apolitique. Elle ne s'était jamais mêlée des affaires politiques internes. Elle n'avait jamais renversé un gouvernement civil. Elle n'avait jamais servi de bras armé à un camp politique contre un autre. Et dans les analyses de la crise de novembre 2025, ce point revenait régulièrement comme un facteur stabilisateur essentiel. Quelle que soit la gravité de la crise politique au sommet de l'État, la tentation d'une aventure militaire n'était tout simplement pas dans la tradition ni dans la culture de l'armée sénégalaise. Et Sonko lui-même, malgré sa radicalité rhétorique, malgré ses déclarations tonitruantes, malgré sa posture de guerrier politique, était fondamentalement, selon ceux qui le connaissaient bien, quelqu'un qui croyait à la légalité républicaine. Quelqu'un qui avait confiance dans son destin, qui croyait que l'histoire était de son côté et que sa victoire viendrait par les urnes, pas par un coup de force. Il avait dit lui-même, dans des termes qui résonnaient comme une profession de foi. Ce n'est pas parce qu'il y a des péripéties à un moment précis que cela empêchera son destin de se réaliser. Quelqu'un qui parle ainsi de son destin ne se précipite pas dans une aventure inconstitutionnelle dont les risques seraient incalculables. Mais alors, si ni le coup d'État militaire, ni l'aventure inconstitutionnelle n'étaient sur la table, quelles étaient les vraies options? Comment la crise pouvait-elle évoluer? Quelles étaient les sorties possibles? La première option, la plus simple et la plus immédiate, c'était la médiation. De nombreuses personnalités s'étaient mobilisées au cours du week-end suivant l'éclatement de la crise pour tenter de rétablir un dialogue entre les deux hommes. Des anciens dirigeants politiques, des figures religieuses et au Sénégal, pays où les confréries soufis, les mourides, les tidianes, ont un poids social et politique considérable, les leaders religieux avaient une capacité de médiation que ni les partis politiques ni les institutions formelles ne pouvaient égaler. Des personnes de bonne volonté extérieure au jeu politique sénégalais. Cette médiation pouvait-elle aboutir à un apaisement provisoire, à une sorte d'armistice politique qui permettrait aux deux hommes de continuer à coexister jusqu'à la fin du mandat de Faye en 2029? C'était possible, mais ceux qui connaissaient bien les deux tempéraments en présence n'y croyaient qu'à moitié. Car le problème fondamental de la médiation, dans un conflit comme celui-là, c'est qu'il ne suffisait pas de trouver un accord sur des questions tactiques ou organisationnelles. Il fallait résoudre un désaccord de fond, un désaccord sur la nature même du projet politique que les deux hommes étaient supposés partager, et des désaccords de cette profondeur sur des questions aussi fondamentales que la justice, la politique économique et surtout la succession présidentielle de 2029 ne se réglaient pas dans une salle de réunion autour d'une tasse de thé. La deuxième option, c'était un limogeage de Sonko par Faye. Un limogeage dont nous avons déjà évoqué les risques politiques considérables pour le président. Mais ce qui restait constitutionnellement dans ses prérogatives absolues. Le président nommait et révoquait le premier ministre.
C'était sa compétence exclusive. La question n'était pas de savoir s'il en avait le droit, mais s'il en avait les moyens politiques. La troisième option, et c'est peut-être la plus intéressante à envisager, c'était une recomposition politique plus profonde. Une recomposition dans laquelle Faye construisait progressivement sa propre base politique, s'émancipait de la tutelle du PASTEF, soumis à l'influence de Sonko, nouait de nouvelles alliances avec des forces politiques extérieures au camp du Premier ministre. En s'appuyant sur le président de l'Assemblée nationale, en attirant des cadres du PASTEF déçus par la radicalité de Sonko, en s'ouvrant à d'autres forces politiques sénégalaises, Faye pouvait théoriquement construire une coalition gouvernementale qui ne dépendait plus exclusivement du soutien de Sonko. C'était risqué, c'était complexe et c'était long. Mais c'était peut-être la seule option qui permettait à Faye de gouverner vraiment, sans être perpétuellement sous la menace d'un Sonko qui pouvait à tout moment décider de retirer son soutien populaire et de transformer le gouvernement en cible. Et de l'autre côté, la quatrième option pour Sonko, partir de lui-même, retourner à l'Assemblée nationale, peut-être conquérir la présidence de cette institution et préparer 2029 depuis cette base institutionnelle. Cette option avait l'avantage de le libérer des contraintes de la gestion gouvernementale, de lui permettre de se positionner comme la voix critique du changement, de garder les mains libres pour construire sa campagne présidentielle sans être compromis par les inévitables déconvenus et compromis d'un gouvernement confronté à la réalité des contraintes économiques et institutionnelles. 4 options, 4 scénarios, et chacun d'eux portait en lui des implications considérables non seulement pour le Sénégal, mais pour toute l'Afrique de l'Ouest qui regardait avec une attention passionnée et une anxiété croissante ce qui se passait à Dakar. Parce que le Sénégal n'était pas n'importe quel pays dans la région. C'était la référence démocratique, le modèle, l'exception qui montrait que la démocratie pouvait fonctionner en Afrique, que les alternances pacifiques étaient possibles, que les institutions pouvaient résister aux pressions. Et si ce modèle se fissurait, si cette exception s'effondrait, les conséquences pour la crédibilité de l'idée démocratique sur le continent tout entier seraient considérables.